Légalisé au Canada depuis une vingtaine d'années, le cannabis thérapeutique fait désormais partie des solutions communément proposées par les soignants pour gérer la douleur des patients. Les années qui nous séparent de l'entrée en vigueur du pot médicinal ou médical nous permettent donc un peu de recul et donc de mieux mesurer les bénéfices et les limites de ces produits. Pour en parler aujourd'hui, la chroniqueuse et biologiste Ariane Beauferré est avec nous. Salut Ariane! Salut Antoine! Alors Ariane, tu as apporté quelques échantillons pour nous aujourd'hui? Oui, tout à fait. Des muffins, des jujubes, des boissons. L'autre fois, on a fait une dégustation de bière magnétique. Voilà. Pourquoi continuer. Pas? Surtout que cette semaine, on recevait le père André Morancy qui nous parlait des dépendances. Alors, c'est la suite logique. La suite je tiens à dire que c'est la deuxième semaine qu'on parle de pot aussi. C'est vrai, dans le témoignage de Laurence là, récemment. Bon, alors, pour les auditeurs qui se joignent à nous aujourd'hui pour la première fois et qui n'ont pas écouté les autres émissions, il y a quand même... C'est un autre sujet. Là. Aujourd'hui, on ne parle pas de pot récréatif. Faut mettre ça clair. Ariane, tu nous parles de cannabis médicinal. C'est quoi exactement le cannabis médicinal? C'est la même plante que le cannabis qu'on fume en juin, là. Mais la différence, c'est que le dosage des substances chimiques n'est pas le même, en fait, et qu'il est prescrit par un médecin. Donc, c'est la plante, ça s'appelle le cannabis sativa. On l'appelle aussi le chanvre. C'est une plante, quand on l'appelle chanvre, habituellement, c'est qu'elle ne contient pas de cannabinoïdes, mais qu'elle va être utilisée, par exemple, pour faire des textiles, pour faire des isolants, ce genre de choses. Donc, c'est une plante qui est quand même assez versatile, qui est utilisée pas seulement dans la médecine, pas seulement de façon récréative. Et depuis très longtemps, je pense. C'est pas nouveau, l'utilisation de ça. Ça fait pas non plus des siècles et des siècles. Ah non? Okay. Ça dépend où. Mais en Occident, ça fait pas si longtemps qu'on connaît le cannabis. Ça fait seulement depuis le début du 20e siècle, à peu près. Là. Alors, pourquoi on l'utilise, le cannabis médicinal, essentiellement? On va l'utiliser pour tout ce qui est douleur chronique. Donc, les personnes qui vont souffrir, par exemple, d'arthrose, d'arthrite, certains types de cancers. C'est pas toutes les douleurs chroniques, mais tout ce qui est plutôt inflammation des tissus, par exemple, ou les douleurs qui sont nerveuses. Et donc, dans ces cas-là, le cannabis médicinal ou thérapeutique ou médical, on peut dire les trois, peut avoir une influence sur la douleur qui est ressentie par le patient. Ça peut aider un peu au sommeil, ça peut aider à se relaxer un peu, faire du bien au tissu. Et les douleurs chroniques, on peut penser que c'est marginal, mais ça représente quand même pas mal de monde. Oui, surtout en Amérique du Nord, où on a quand même une population qui est un peu vieillissante, au Québec notamment. Et donc, les douleurs chroniques, c'est assez commun. On estime à peu près 20% de la population qui a des douleurs chroniques. Et est-ce que les médecins, Ariane, ils vont prescrire ça ou proposer ça d'emblée à tous leurs patients qui ont ce genre de souffrance-là, de douleur? Non, pour deux raisons. Déjà parce que c'est pas tous les médecins qui sont à l'aise avec le cannabis. Ça fait pas non plus si longtemps que c'est utilisé. À l'aise, pas éthiquement, mais médicalement. Médicalement, ils sont pas à l'aise parce que c'est pas quelque chose qu'ils connaissent. Ils n'ont pas forcément eu de formation là-dessus dans leurs études. Ils n'ont pas forcément de collègues qui prescrivent ça non plus. Donc déjà, premièrement, c'est plus dans des cliniques spécialisées qu'on va retrouver des prescriptions du cannabis. Et ensuite, c'est aussi que ce n'est pas pour n'importe quel patient. Les patients qui ont des antécédents de santé mentale ou ont eu des problèmes cardiovasculaires ou qui sont trop jeunes, qui ont moins de 25 ans, généralement, on ne va pas leur prescrire de cannabis médicinal. Et aussi, le cannabis médicinal, c'est jamais le premier traitement, en fait. C'est toujours un traitement complémentaire quand on a déjà essayé d'autres choses avant. OK. Bon, quand on parle de cannabis médicinal, là, moi, j'imagine ma grand-mère qui souffre d'arthrite, là, qui est dans son Lazy Boy, qui met la musique dans le tapis, là, puis là, qui s'allume un gros pétard. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne, Ariane? Potentiellement, oui, c'est possible. Parce que c'est tout à fait légal de faire pousser soi-même du cannabis, depuis 2001 même au Canada, quand on a une prescription. Ah, OK. Mais c'est pas ce que conseille le médecin, parce que quand on fait pousser soi-même son cannabis, alors oui, ça va être bio, ça va être fait, on va avoir fait pousser soi-même la plante, mais le fait de la fumer, déjà, c'est prouvé que ça nous fait des problèmes aux poumons. Les inconvénients dépassent les bénéfices. Ça peut arriver. Ouais. Et en plus, le cannabis médicinal, il y a un dosage très précis du THC et du CBD, qui sont les deux principales substances, le tétrahydrocannabinol et le cannabidiol. Et donc, il faut le prononcer. Hein. Ouais. Et le THC, c'est la substance qui est vraiment psychotrope, en fait, et avec laquelle les patients ne sont pas forcément à l'aise, parce qu'on n'a pas forcément envie de planer ou de plus avoir les mêmes sensations. Ouais. Alors que le cannabidiol, lui, va avoir un effet plus relaxant. C'est le CBD, ça?
Le CBD, Ouais, tout à fait. Et l'effet du rock'n'roll dans tout ça? Oui, la musique aussi, ouais. Ben, c'est sûr qu'on peut prendre la pilule ou se mettre sa crème de cannabis puis mettre de la musique pareil, là. Mais c'est pas exactement la même ambiance. On y viendra aux façons de le consommer, entre guillemets. Là. James, d'abord. Oui, d'ailleurs, le CBD, je connais de plus en plus de personnes qui, à la SQDC, achètent ça. Puis justement, parce soit ils font de l'anxiété ou ils ont des douleurs. Ah, ça peut s'acheter puis... tout seul à la SQDC, exact. je savais pas. Oui, oui. Puis donc, tu peux consommer ça, fumer ça, puis tu n'as pas justement l'effet un peu psychotrope. Là, tu restes vraiment normal. Mais justement, il me semble, Ariane, qu'un des problèmes de ça, c'est comme maintenant au Québec, on peut facilement s'acheter des produits, soit du cannabis directement ou dérivés du cannabis. Ça incite à l'auto-médication beaucoup. Tout à fait. Et là, c'est très différent de ce que tu me dis quand c'est vraiment encadré par des spécialistes. Ben, c'est un problème, en fait, qui est soulevé par les médecins qui travaillent justement avec le cannabis. C'est qu'ils se retrouvent face à des patients qui soit ont essayé eux-mêmes de s'auto-médicamenter, alors qu'ils ne devaient pas en prendre à cause de leurs antécédents médicaux, ou alors des personnes qui vont considérer la SQDC, aller voir les employés de la SQDC pour avoir de l'aide et des conseils d'un point de vue médical. Et c'est prouvé, ça a été montré par plusieurs personnes, tu as des employés de la SQDC qui donnent des conseils. Allez sur tel site web, oui, si tu prends tel dosage, ça devrait le faire, tu n'auras pas trop d'effets, etc. Alors que non, c'est un médicament, en fait. Et donc, on ne va pas chercher dans un magasin récréatif un médicament, il faut vraiment aller en clinique. On ne va pas à la SAQ pour notre anxiété non plus. Non plus, ce n'est pas une très bonne idée. Ariane Beauferré, on parle de la légalisation justement du pot récréatif là, en langage commun et versus la légalisation du pot médicinal. Il y a une confusion entre les deux, mais il y a aussi des avantages. En fait, je pense que depuis que c'est légal pour le pot récréatif, les gens doivent être un peu moins gênés d'en parler, non? Ils sont un peu moins gênés. Ça, c'est ce que... J'ai pas lu d'études là-dessus, parce que c'est quand même assez récent. Mais il y a des médecins qui donnent des témoignages et qui vont dire, oui, moi, dans ma clinique, depuis 2016, j'ai un peu plus de gens. Une moyenne d'âge aussi qui change. Ouais. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des personnes de 60, 70 ans qui n'auraient jamais demandé ça il y a quelques années, puis qui là osent poser des questions finalement à leur médecin. Ouais, le cannabis, est-ce que ça pourrait aider mes douleurs chroniques ou pas? Et ils n'en parlent pas forcément à leur entourage, ça reste un peu tabou. Ou c'est l'inverse, mon petit-fils me dit que je devrais exactement. essayer Ou sinon, c'est « Ah, mon petit-fils m'a dit que lui, ça lui faisait du bien, puis j'avais qu'à aller à la SQDC. » Puis là, ils en parlent à leur médecin. Ah. Et donc, ça lève un tabou. Mais l'autre effet, c'est aussi que comme ça, la légalisation a donné un peu l'impression que ça a un effet un peu bénin, en fait, sur la santé. Ça le banalise. Les gens ont plus tendance à s'auto-médicamenter. Bon, là, tu disais, il n'y a pas d'études sur ce que tu viens d'évoquer là, c'est plus des témoignages, mais il y a des études qui existent sur les bénéfices réels et les limites de ces bénéfices-là. Que tu as consulté, ces études-là. Oui. Qu'est-ce que tu as retrouvé dans si je voulais en parler aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 2 grosses études qui viennent de sortir. Il y en a une, c'est une revue de littérature qui a été publiée dans un grand journal, c'est British... je ne sais plus le nom exact. C'est pas d'importance. C'est un grand journal, une revue scientifique médicale. Ils ont fait une revue de littérature de type méta-analyse. Donc ça se fait beaucoup dans les recherches médicales. On va prendre l'effet de certains médicaments dans plein d'études qui ont été réalisées partout dans le monde entier. On regarde les résultats cliniques et on essaye de faire comme une grosse moyenne, d'avoir des résultats globaux. Une étude d'études. C'est exactement ça. C'est dans le British Medical Journal. Oui, voilà. Bon, j'avais plus le titre sous les yeux. Et donc, dans cette étude, ce qu'ils ont cherché à voir, c'est est-ce que vraiment le cannabis médicinal, ça peut réduire la douleur? Ouais. Alors, effectivement, oui, ils ont regardé 5174 patients qui correspondaient finalement à leurs critères, parce que dans ce type d'études-là, il y a des critères très précis. Mm-hmm. Et quand on les compare, ces patients qui ont reçu du cannabis à d'autres qui ont reçu des placebos, oui, dans 10% des cas, va y avoir une réduction des douleurs chroniques, mais c'est faible sur une échelle de 1 à 10, comme quand vous allez aux urgences, à l'hôpital, puis qu'on vous dit, oui, sur une échelle de 1 à 10, c'est quoi votre douleur? Ouais. Sur une échelle de 1 à 10, ça diminue juste de 1 point la douleur, en fait, en moyenne. Est-ce que c'est plus qu'un effet placebo classique, ça? Oui, c'est plus, oui. Mais c'est variable, en fait. Vous allez avoir des personnes, ça reste une moyenne, vous allez avoir des personnes peut-être qui vont avoir une
une réduction de la douleur qui va être beaucoup plus notable. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que ce n'est pas un traitement miracle, en fait. Et l'autre étude, qu'est-ce qu'elle raconte? Alors là, c'est une étude de l'université, avec un chercheur de l'Université Laval et d'autres chercheurs. Et eux, ils se sont intéressés à l'incidence de la prise de cannabis thérapeutique sur les problèmes cardiovasculaires. Parce que c'est connu depuis plusieurs années, en fait, que prendre du cannabis, ça peut entraîner, non, le lien n'est pas aussi direct, mais ça peut peut-être favoriser, avoir une influence sur les infarctus et tous les problèmes cardiovasculaires. D'ailleurs, les personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires, on leur déconseille généralement de prendre du cannabis. OK. Et donc, dans cette étude, ils ont regardé 18 653 patients, c'est quand même une assez grosse cohorte, à qui on avait prescrit du cannabis, puis ils les ont comparés à 50 000 autres patients, et ils ont juste regardé, est-ce que ces personnes qui ont pris du cannabis ont dû se rendre à l'hôpital ou être hospitalisées à cause d'infarctus ou à cause d'autres événements cardiovasculaires. Et effectivement, les personnes qui prennent du cannabis se retrouvent un petit peu plus souvent à l'hôpital pour des problèmes cardiovasculaires. Et là, on parle de prise de cannabis, pas sous forme d'inhalation ou fumée, là, c'est sous forme de... C'est vraiment le médicinal, les pilules, des crèmes à inhaler. Il y a des personnes aussi qui le fument parce qu'elles vont faire cultiver elles-mêmes leur propre cannabis, mais il y a différentes formes, là. Simon? En tant que chrétien, je me demandais, Ariane, on nous a toujours dit qu'il ne fallait pas prendre de drogue. Mais là, ça devient légal. Le fait que ce serait un médicament, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus aucun problème éthique? On fait plus ou moins ce qu'on veut tant que l'intention est médicinale? C'est sûr que si on le considère comme un médicament, ça veut dire qu'on a un problème de santé. Si on n'a pas de problème de santé, l'Église nous dit, mais on n'est pas censé consommer des drogues, en fait, parce que ça va... Surtout le cannabis, c'est différent d'autres substances qui peuvent nous rendre dépendants, comme l'alcool ou la cigarette. En quoi c'est différent? On va être intoxiqué, en fait, tout de suite. Il y a une perte des sens, il y a un effet, l'effet psychotrope, justement. Mm-hmm. Donc, ce premier effet-là fait en sorte qu'on n'est plus capable de prendre des décisions qui soient raisonnées, ce qu'on n'a pas avec un verre de vin ou une cigarette. Et ça peut avoir des effets néfastes sur nous-mêmes, mais aussi sur la santé des autres. Et en plus, il peut y avoir des effets graves sur notre santé, même en ayant pris juste une fois du cannabis, en fait. Ça peut servir de déclencheur pour des problèmes de santé mentale, des problèmes cardiovasculaires, qu'on ne savait pas qu'on était prédisposé avant d'en prendre. Mmh. Donc, il y a un effet sur la santé qui peut arriver, qui est potentiel. Il y a une intoxication qui, elle, est réelle. Donc, l'Église, elle nous dit assez clairement, d'ailleurs, cet effet-là, il ne faut pas le rechercher d'un point de vue récréatif. Mais par contre, si on utilise le cannabis pour ses effets médicinaux, là, c'est complètement différent parce que l'objectif est différent. Et on cherche finalement à réduire la douleur, finalement, mais pas à planer puis à sortir du réel. Surtout quand c'est encadré par des spécialistes, des médecins. Oui, c'est encadré par des médecins. De même que avec d'autres médicaments, c'est possible d'avoir ces effets-là. Là. Oui, tout à fait. La morphine, il y en a sans doute plein d'autres, là, auxquels on peut être dépendant, qui nous remettent dans un état différent où on n'est plus tout à fait en capacité de prendre des décisions. Et le cannabis, il rentre là-dedans, finalement. Tu parlais justement des effets néfastes qui peuvent se déclencher dès la première consommation et je pense que c'est d'autant plus vrai pour les moins de 25 ans. D'ailleurs, il y a eu un débat quand ça a été légalisé ici. Est-ce qu'on permet dès 18 ans, 21 ans, entre autres en ce qui est trait comme déclencheur de maladies mentales assez importantes, là. Je pense que ça reste débattu, ça. Ça reste débattu, mais il reste que le cerveau, il est encore en formation jusqu'à 25 ans. On a beau être majeur à 18 ans, à 25 ans, notre corps, il n'est pas fini. Et le fait de prendre des drogues, ça a un impact sur notre construction du cerveau, sur notre santé mentale aussi. Et cet effet, il est beaucoup plus fort, en fait, que des personnes qui vont consommer du cannabis plus tard dans leur vie. Mm-hmm. C'était très, très éclairant, Ariane Beauferré. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon scientifique sur le cannabis médicinal et même un peu plus. On a abordé plusieurs sujets aujourd'hui. Merci d'avoir fait ces recherches-là pour nous. Merci.